Et du coup, troisième joueur à aborder aujourd'hui, un cas tout aussi intéressant puisque c'est celui de Devin Booker, que tu connais donc pas mal en tant que fan des Suns évidemment. Devin Booker, 5 saisons sur la décennie, 22 points et demi de moyenne sur cette décennie et 33 minutes par match, mine de rien. C'est quand même assez costaud en termes de production par match. En termes de production totale, par contre, on est sur 11 000 minutes, ce qui est le 186e total de la décennie, donc ce qui est compréhensible vu qu'il n'a fait que 5 ans sur 10, évidemment. 3,52 matchs, c'est un des plus faibles totaux également. Et pour dire aussi au niveau du minutage complet de 11 000 minutes, bah mine de rien, c'est plus que Kobe, c'est plus que Jokic, c'est plus que Garnett, et c'est 2 fois plus quasiment que Joel Embiid. Donc de quoi aussi relativiser peut-être le faible échantillon de Devin Booker, mine de rien. Sur la décennie, il est une fois All-Star, et c'est tout, parce qu'ensuite, d'autres récompenses viendront, mais sur la décennie suivante. NBADraft.net, c'était un mix pour eux, à l'époque de la draft, entre Gordon Hayward et Klay Thompson. Klay Thompson qui était la comparaison qui revenait le plus souvent pour lui. Ouais, et ils ont mis Gordon Hayward parce que c'est vrai qu'il y avait un peu plus de qualité de créateur balle en main peut-être. Mais c'est pas cata. Surnom, rien de fou. On avait Book ou des Book. Est-ce que toi t'en as d'autres à nous proposer sur Devin Booker? Non, je sais pas, je sais juste qu'une fois, il y avait le compte Twitter des Suns qui avait fait une faute de frappe et qu'il avait appelé Devin Boko, et du coup, il y a beaucoup de gens qui l'ont appelé Devin Boko au cours de cette saison parce qu'on trouvait ça rigolo, quoi. Bah, c'est comme ça que Nick Stauskas a eu son surnom de Sauce Castillo. Oui, c'est vrai. C'était une erreur de frappe du community manager des Kings. Mais bref, on se perd. Son parcours, au début de notre décennie, il a 14 ans, mais c'est normal, il est pas en NBA. Draft 2015, bien sûr, après Kentucky, c'est le 13e pick de la draft. Et donc, 2016, son année rookie, il n'a que 19 ans, mais il est déjà à 28 minutes par match et 14 points de moyenne, ce qui est déjà pas mal. Hein. Il s'impose un peu titulaire cette saison-là. 2017, il a 20 ans, mais déjà à 35 minutes par match, 22 points de moyenne, donc c'est plutôt pas mal en termes de précocité. 2018, 34 minutes par match et 25 points de moyenne. Je précise pas, mais toutes ces années-là, malheureusement, pas de playoff. Hein. Je voulais pas te faire mal en le répétant à chaque fois. Oui, non, mais il y en aura pas sur ces 5 années-là, donc. Effectivement, je crois que c'est le seul joueur de ma top list, de ma playlist qui n'a pas de playoff. 2019, c'est un peu pareil, même si on commence à avoir un peu une amélioration collective, mais pas de playoff. Et lui, il est encore une fois 35 minutes par match et 26 points de moyenne. 2020, 2020, c'est l'année de la bulle, quand même un peu à noter, avec du Monty Williams qui est arrivé, avec du DeAndre Jordan qui commence à devenir meilleur. Ayton. Jordan, oui, pardon. DeAndre Ayton, merci. Ricky Rubio, Michael Bridges. Et lui, encore une fois, 36 minutes par match et 26 points par match de moyenne, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a la fameuse bulle où les Suns font quoi? Ils font 8-0, hein, c'est ça? Ouais. Quasiment. Alors, ils ont failli accrocher le play-in. Tu te souviens un peu de comment ça s'était fait? Pourquoi est-ce qu'ils l'avaient pas eu? Oui, parce qu'il y avait juste un scénario où ils faisaient 8-0 et ils se qualifiaient pas, c'était si Portland faisait 7-1, et Portland a fait 7-1. Ouais, et puis je crois qu'il y a une histoire aussi avec Milwaukee-Memphis où finalement Milwaukee perd contre Memphis et ça vous gêne un peu, ça, non? Ouais, après Memphis saute quand même quoi qu'il arrive, mais c'est surtout le dernier match de Portland contre les Nets, quoi, où les Suns jouent avant, ils gagnent le dernier match, ils font 8-0, et le seul scénario qui les élimine, c'est si Portland bat les Nets cette même journée. Ouais. Et Lillard est absolument intenable, il met un shoot à un moment qui rebondit sur l'anneau, qui remonte à 8 mètres de haut et qui retombe dedans. Après, c'est quand même de bons souvenirs, cette bulle, avec le 8-0 et le buzzer beater sur la tête des Clippers, c'est quand même assez sympa. Oui, bien sûr, qui est un événement assez fondateur pour la suite de la franchise. Oui, parce que ça va lancer le cycle de 2 ans de très bonnes victoires ensuite, mais ça, on est hors décennie, malheureusement, pour Devin Booker. Très simplement, pour te lancer un peu sur son profil et ses performances, premièrement, on a peut-être un problème de longévité, évidemment, par rapport à d'autres dans ce classement, et puis aussi, l'autre problème, c'est pas tant son niveau individuel, c'est aussi le contexte. Bah oui, après le contexte à Phoenix c'est assez simple à expliquer, où c'est un joueur qui a quand même pendant l'immense majorité de sa carrière été extrêmement mal entouré au niveau des joueurs qui étaient avec lui, quoi. C'est vrai que quand il démarre, il y a une équipe qui sait plus trop où elle en est, quoi, où elle est toujours avec Eric Bledsoe et Brandon Knight, et elle se rend compte qu'en fait elle a parié sur le mauvais cheval et que là ça commence à sentir mauvais, et qui du coup se redémolit derrière. Et Devin Booker est à ce moment-là un joueur qui déjà progresse énormément et bien plus qu'attendu. Hein. C'est vrai que sa première saison où tu dis qu'il tourne à 14 points de moyenne, mais c'est surtout à partir du moment où il passe vraiment aux commandes de l'équipe, c'est-à-dire pour tout ce qui est les matchs après le All-Star Game, il tourne déjà à 19 points de moyenne tout seul. Ouais. T'as une équipe où lui, c'est un rookie qui est le rookie le plus jeune de la NBA cette année-là. Il y a Eric Bledsoe et Brandon Knight qui sont 2 meneurs vétérans. Le mec joue arrière et t'as l'impression que c'est lui le meilleur meneur de l'équipe déjà, quoi. Donc un joueur qui s'affirme vraiment très tôt, qui dès sa 2e saison
frôle quasiment un niveau All-Star et qui le touchera largement dès sa 3e saison, avec une grosse évolution surtout au niveau de son passing, quoi, avec à ce moment-là un entraîneur qui a la volonté de le faire jouer un peu comme James Harden, ce qui se ressentira notamment au niveau de ses passes décisives, où il fait une saison 2019 à quasiment 7 passes décisives de moyenne, et à peu près dans les mêmes eaux une fois qu'il sera associé à Ricky Rubio, quoi. C'est vrai que c'est un joueur qui a été utilisé au cours de ses 5 premières années de 1000 manières différentes, mais qui a été hyper performant dans tous ces registres-là, quoi. C'est-à-dire un joueur qui, dans une équipe complètement éclatée, arrivait quand même à avoir des stats d'efficacité qui étaient bien au-dessus de la moyenne, quoi. Avec notamment 118 de true shooting sur la saison 2019. Donc pas de true shooting, pardon, de points par 100 possession. Hein. Et sur la saison 2020, on est même à 1.24 par possession, ce qui est assez hallucinant pour un joueur qui joue à l'extérieur, quoi. Et surtout, qui est aussi ciblé par les défenses, avec au cours de ce parcours des cartons mémorables, un match à 70 points contre Boston, une série de 3 matchs à plus de 50 points aussi, quoi. Donc des performances vraiment marquantes, mais au sein d'une équipe qui collectivement n'a aucun résultat du fait de la faiblesse de l'effectif. Le match à 70 points, c'était une ligue d'été, non? C'était pas en NBA? Si. Non, mais blague à part, oui, c'est vrai que en fait le problème, c'est qu'il est tombé dans ce qui a peut-être été les pires années de la décennie pour une équipe, collectivement peut-être, et même d'un point de vue contexte. Ce Phoenix-là, il est quand même très 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 mauvais, parce que vous avez pas fait. C'est difficile de les mettre quand même en dessous des Sixers période Sam Hinkie, quoi, mais. C'est pas fou. Ouais, mais alors, c'est le truc, c'est que première moitié de décennie, Phoenix, c'est pas si mauvais que ça, quoi. Je veux dire, vous flirtez avec les playoffs même. Là, c'est vraiment la pire période possible quand lui il se développe. Donc, il y a pas un problème pour lui de ce côté-là. Mais c'est vrai que pour moi, individuellement, il était déjà bon. Et je pense qu'il y a moins d'écart que ce que les gens peuvent penser, ou de ce que je pense que les gens pensent, dans le sens où il est souvent vu comme un scoreur dans le vide, qui est pas capable de faire gagner pré 2020, et ensuite avec un step-up en post 2020 dans des équipes de Phoenix qui gagnent. Moi, je pense que non, il n'y a pas un tel écart que ça. Et je pense même qu'il était déjà bon, comme tu commençais un peu à le dire, sur cette décennie-là. Et peut-être que je le pense aussi moins bon que les gens l'imaginent actuellement. Mais en vrai, pour moi, voilà, il n'y a pas un écart énorme entre le Booker dans des équipes qui perdent et le Booker dans des équipes qui gagnent. C'est juste que oui, en fait, il n'est pas capable de transcender un contexte, mais d'une part, il y en a très peu qui sont capables, et surtout, d'autre part, à quel point il était pourri ce contexte-là, quoi. Je veux dire, même LeBron, il pouvait transcender ce contexte-là, mais peut-être pas au point de faire un titre NBA, quoi. Enfin, je pense que la meilleure illustration, c'est ce match contre Utah où il met 58 points et où, au final, dès qu'il sort du terrain, l'équipe prend des écarts démentiels, quoi. Où, à un moment, il sort du terrain, en 5 minutes, l'équipe prend moins 20, il est déjà obligé de revenir. T'as Jimmer Fredette qui est titulaire, tu vois, c'est n'importe quoi. Le match à Boston où il met 70 points est un peu dans la même veine, quoi, où t'as une équipe qui au final est quasiment à moins 30, et lui il continue de scorer, ils reviennent à moins 10 dans le 4e quart-temps, mais tu peux rien faire de plus, quoi. Le mec qui rentre sur le terrain quand lui il sort, c'est un Leandro Barbosa qui a 37 ans, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça, et tu vois, moi pour aller un peu là-dedans aussi, pour moi sa meilleure saison en carrière pour l'instant c'est 2020. D'ailleurs on en a parlé récemment dans un duel de joueurs mystères, mais pour moi la saison 2020 est meilleure que celle de 2022. Enfin, je veux dire, en termes d'efficacité, on est sur du 109 de true shooting plus, donc plus 9% sur un volume de 30% d'usage. C'est excellentissime. Ouais, avec le playmaking à côté en plus. Avec du playmaking, ouais. Et c'est individuellement, je pense que c'est sa meilleure saison, et que le niveau qu'il a aujourd'hui, je pense qu'il l'avait déjà. On est aux alentours de 2018, hein, en fait. Là où vraiment on peut parler d'un step-up vraiment conséquent, je pense que c'est quand même défensivement. C'est ça, ouais. Ou sur les 5 années de la décennie dont on parle, c'est quand même un joueur qui a été une valeur négative en défense. Ouais. Notamment à cause de problèmes de faute assez récurrents, et même globalement d'une mauvaise défense dans l'ensemble. Et c'est vrai que Devin Booker qui défend bien, ça reste un phénomène assez récent. Effectivement, c'est vrai, c'est le seul step-up, c'est la défense, avec notamment l'arrivée de Monty Williams, c'est même lui une progression lui-même, hein, il y a ça aussi. Mais non, effectivement, je pense que sa meilleure année c'est 2020, et donc elle est dans notre décennie, donc elle va compter, et que finalement aujourd'hui il reçoit plein de louanges parce que l'équipe gagne. Et alors qu'à l'époque, il aurait dû en recevoir aussi, mais l'équipe était nulle, quoi, et du coup, il n'en recevait pas. Enfin bref, mais du coup, ça pose aussi plusieurs problèmes, dans le sens où, un peu comme Rudy Gay, même si j'ai vu qu'on n'avait pas la même philosophie par rapport à Rudy Gay, mais à quel point est-ce que, on est un peu obligé de juger ce qui est arrivé, c'est un peu la règle du jeu, on fait pas de what if, et malheureusement, oui, il était fort, mais dans des équipes tellement faibles, qu'à quel point est-ce qu'il apportait de la valeur dans des critères exigeants d'un top 100,
pas tant que ça, quoi, malheureusement. Et c'est un peu dommage parce qu'on est sur quelqu'un qui, à part sa première année, il a plus de 30% d'usage avec des efficacités qui montent de plus en plus, 101, 104 et 109, donc plus 1, plus 4, et enfin plus 9% par rapport à la moyenne, ce qui est assez énorme. Encore une fois, 109 sur autant de volume, c'est la saison 2020 de Joel Embiid, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment énorme efficacité, plus le playmaking, comme tu disais. Après, c'est vrai que donc il y a ce bémol du contexte où oui, il est très fort, mais dans des équipes nulles, donc à quel point tu as de la valeur. Et puis l'autre aussi, c'est alors la défense, t'en as parlé, mais le côté playoff aussi. En tout cas, manque de playoff. Comme je disais, je crois que c'est le seul joueur de ma playlist pour l'instant qui n'a aucun match de playoff du tout sur cette décennie-là. Et tu vois, je voulais un peu te poser la question. Pour l'instant, je n'ai pas Donovan Mitchell et Jason Tatum qui ont moins de saisons, mais qui, c'est vrai, ont eu des saisons peut-être un peu en playoff et un peu plus leader d'équipe. Alors, pas d'équipe folle, mais tu vois, si je te pose un peu la question, est-ce que Booker par rapport à Mitchell ou Booker par rapport à Tatum, comment tu te situes, toi? Moi, c'est un joueur que je place assez logiquement au-dessus, à la fois sur la décennie précédente et désormais encore, quoi. C'est vrai que même ce que tu dis par rapport au fait que c'est un joueur qui finalement n'a pas eu un impact suffisamment parlant pour rendre ses équipes plus performantes à l'époque, faut voir quand même sur le on-off qu'il peut proposer à l'époque, il est au niveau des vrais superstars, quoi. Je veux dire, offensivement, en tout cas, en termes de points ajoutés à son équipe quand il est sur le terrain et quand il n'y est pas, je veux dire, on est à l'époque sur le 96e centile en 2017, 97e centile en 2019 et 99e centile en 2020, quoi. De la même manière, pour le différentiel juste net, donc en comptant attaque et défense, on est sur du 85e, 89e et 82e centile, quoi. Donc t'as un joueur qui quand même a un impact qui est loin d'être négligeable et qui rend son équipe vraiment largement meilleure quand il joue, quoi. Le problème, c'est que l'équipe est tellement faible que quand il ne joue pas, c'est une équipe qui n'aligne même pas des joueurs qui ont le niveau NBA, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que tu peux pas lui imputer, quoi. Je pense que les chiffres de on-off sont un peu, tu avais commencé à le dire, hein, sont un peu gonflés parce que son backup c'était Leandro Barbosa. Absolument, ils sont gonflés parce que le mec qui est derrière est mauvais, et c'est logique, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Mais tu te dis que là, il y a gonflé et gonflé, quoi. Là, on arrive vraiment sur des centiles très très élevés, quoi. Et pour te rejoindre quand même aussi, c'est vrai que tu regardes d'autres stats, et notamment sur Basketball Index, le LeBron offensif, donc une stat all-in-one, finalement en 2020, tu vois, ils disent qu'en termes de valeur globale, c'est au niveau de CJ McCollum, de Tatum, de Kemba Walker, de Chris Middleton, de Paul George, ou même un peu mieux que Kyle Lowry. Donc oui, il y avait un vrai impact, quoi, de plus en plus, quoi, je veux dire. Et voilà, on peut pas totalement nuancer les on-off en disant, non, c'est juste parce que le backup était pourri. Non, effectivement, si tu prends l'impact global, tu recoupes un peu les sources, et c'est vrai qu'il y a pas mal de stats avancées ou d'éléments qui nous disent oui, quand même, il y avait un impact, et qui n'était pas juste un impact de scoreur dans le vide, quoi. Ça a été un peu son étiquette, mais voilà, donc cas assez compliqué, je trouve. Où est-ce que toi, tu l'aurais situé dans notre classement? Pour le coup, je sais pas trop. À vrai dire, c'est vrai que c'est pour moi très très difficile à évaluer, en fait. Ouais. Il y a vraiment des années, en tout cas sur les années qu'il a disputées, je pense qu'il y en a 4 qui sont d'un véritable niveau All-Star, dont 3 quasiment à un niveau All-NBA. Mais en soi, comme tu l'as dit, il n'y a pas de playoff. Il y a au final assez peu d'années à mettre à l'échantillon. Donc moi, c'est vrai que j'avais du mal à situer vraiment une hauteur, quoi. Je pense que le placer au niveau d'un Embiid, par exemple, un peu en dessous, serait pas délirant, quoi. Ok. Pour toi, tu l'avais où? Tu vas m'insulter. Moi, je l'avais entre Harrison Barnes et J.R. Smith. Ah ouais. Ce qui est très bas, mais encore une fois, c'est le côté très bon, mais finalement, dans des équipes nulles, il n'y a pas de valeur. En plus, le pas de playoff. Et je te dis, moi, je me demandais même à quel point est-ce que je vais pas finir par l'échanger, ou en tout cas le mettre en compétition avec d'autres noms qu'on va rajouter, genre Mitchell ou Tatum, quoi. J'ai un peu du mal à le mettre quand même au niveau de Joel Embiid. Embiid et Garnett, tu vois, ils ont fait que 3 saisons, mais 3 saisons transcendantes, quoi. Devin Booker, il en a 5. Je trouve pas qu'il a un niveau à ce point transcendant comme eux. Non, je pense pas non plus. C'est pour ça que je disais qu'effectivement, je le mettais à cette hauteur-là, mais malgré tout en dessous, quoi. Donc niveau Tyson Chandler, Ty Lawson, David Lee, du coup. Je pense tout de même au-dessus de Garnett. Au-dessus de Garnett? Ah non, ça je peux je pas. trouve, quand même. Oh là. Garnett, non, j'ai du mal quand même. On va couper la poire en deux avec Tyson Chandler, alors. Tyson Chandler malgré tout, quoi. Au-dessus de Chandler? Oh quand même.
Allez, faisons ça. Faisons ça alors. On va le mettre là. Mais effectivement, après, c'est comme on disait tout à l'heure avec Rudiger, hein, c'est le côté, les philosophies qu'on aborde dans l'évaluation, qui sont un peu différentes. Mais Ouais, après, je pense que Booker, contrairement à Rudiger, t'as quand même une vraie efficacité au scoring. C'est vrai. Ouais. Qui du coup, je trouve, est rendu d'autant plus méritoire qu'il le fait dans une équipe dont il est la seule menace offensive la plupart du temps. C'est vrai. Je pense que, tu vois, si effectivement on peut parler de performance, qui au final ne servent pas à grand chose parce que t'es dans une équipe faible, etc. Je pense qu'on peut pas occulter le fait que justement, quand t'as une équipe qui est aussi faible autour de toi, c'est plus difficile de faire des performances, quoi. Et dans le sens où Booker, ce qui a toujours été impressionnant et ce qui a toujours été la ligne directrice de sa carrière, c'est que c'était un joueur qui était la seule menace offensive de son équipe, mais qui a toujours réussi à avoir une efficacité au scoring, soit très au-dessus de la moyenne, soit véritablement élite, dans des équipes où pourtant il n'y avait vraiment que lui. Là où pour tout ce qui est justement ces scoreurs de volume, tu vas avoir une efficacité souvent au niveau de la moyenne, voire en dessous, parce que justement l'effectif est faible autour. Tu vois, tu prends la meilleure saison de Devin Booker, alors 2019 et 2020, peut-être 2018, pour moi Rudiger n'a jamais eu un tel niveau, quoi. Absolument, c'est bien pour ça justement que je disais sur ce petit échantillon que t'as de Devin Booker, ça peut suffire à le mettre quand même relativement haut dans un classement. Mais du coup, est-ce qu'on descendrait pas Rudiger par rapport à Booker, qui a eu un pic plus haut? Pour moi, parler de longévité compte vraiment quand on fait le bilan d'une décennie complète, malgré tout. C'est pas faux. C'est vrai qu'il a le double de minutage, mais Ok, partons là-dessus. Alors du coup, j'étais un peu chambré tout à l'heure, mais mon quiz pour Devin Booker, c'est un qui a joué ce match. Et donc, nous sommes le 24 mars 2017. Tu sais à quoi ça correspond? C'est le match à Boston, du coup. C'est le match à Boston, les 70 points qui ont été scorés de manière totalement organique, et pas du tout en forçant pour gonfler le total à la fin. C'était totalement organique. Donc, est-ce que tu es capable de me citer des joueurs qui ont joué ce match? Du coup, Tyler Ulis, ouais. Devin Booker, ouais. Jared Dudley, oui. Dragan Bender. Non, je crois que Bender ne joue c'est pas. l'année après. Du coup, Leandro Barbosa. Barbosa, oui. Comment il s'appelle, la Big Sauce, Alan Williams. Oui, alors là, les auditeurs se rendent compte que tu es vraiment un fan de Phoenix. Parce que la vitesse avec laquelle tu enchaînes des noms, des no-names. Après, ça va commencer à être un peu plus compliqué. Après, alors, t'as pas dit Bender, mais il y en a un autre de la même draft, du coup. Marquis Chris, du coup, si c'est la même année. Ouais. Je crois que Bender doit être blessé, du coup. Si du coup, c'est pour ça le fait de pas avoir dit Bender, que tu m'as dit qu'il n'y ait pas Bender, j'ai pas dit Chris, mais il me semblait bien que c'était la bonne. Ouais, non, c'est ça, draft 2016. Le pivot, c'était aussi un choix de draft très haut de Phoenix. Alex Len. Alex Len, évidemment. Et le dernier à Phoenix, c'est un role-player ailier défensif qui ensuite est parti à Miami. Il a l'an passé était à Chicago. Ultra explosif. Comment il s'appelle, Derrick Jones. Derrick Jones Jr., effectivement. Est-ce que tu en as aussi du côté de Boston ou pas? Ouais, normalement, je devrais en avoir quelques-uns. Il doit y avoir Isaiah Thomas, Avery Bradley, Jay Crowder, Marcus Smart. Alors, Marcus Smart, non, et Bradley, non. Mais Thomas, ouais. Dans ce cas, il doit y avoir alors Ford. Alors Ford, oui, je dis une bêtise, Marcus Martier, pardon. Et donc, oui, mais il me semble bien qu'il a défendu Booker une grosse partie. Oui, je suis bête. Mal lu. Alors Ford, donc, ensuite, tu dois avoir... qui est-ce qu'il y a? Terry Rozier, probablement. Ouais, Terry Rozier. On a un autre jeune rookie de la draft 2016, d'ailleurs. Drafté juste avant Dragan Bender. Jaylen Brown. Jaylen Brown, effectivement. Terry Rozier, tu l'as dit. Alors, on a aussi un intérieur shooter, drafté par Boston quelques temps avant. Kelly Olynyk, naturellement. Kelly Olynyk. Alors, on a quelqu'un qui était passé par chez toi, notamment... On en reparlera tout à l'heure de Kelly Olynyk, en plus. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. On a quelqu'un qui était passé par chez toi, par Phoenix, notamment l'année fabuleuse 2014, mais qui avait été drafté par Boston à la base, dans les années 2000. Ouais, Gerald Green, du coup. Gerald Green, effectivement. Un intérieur qui est passé par Toronto, drafté sorti de lycée, il me semble, qui décollait pas du tout du sol, mais qui avait des très longs bras. Celui-là, je l'ai pas, par contre. C'était Amir Johnson. Ah oui, exact. Et puis on finit. Brandon Bass encore cette année? Brandon Bass, non, mais on avait un intérieur qui avait des frères en NBA. Zeller, et c'était, du coup, chez eux, c'était Luke qu'ils avaient chez lui? Non, Tyler Zeller. Tyler Zeller, il me semble. Je suis pas sûr. Luke Zeller, c'était à Phoenix, justement. Et puis, pour finir, un espèce d'ailier européen. Je vais pas dire la nationalité. Gigi Datome. Non. Pays scandinave. Jonas Jerebko. Jerebko, effectivement.